Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans votre journal. Hier samedi, l'École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro célébrait son 60e anniversaire en grande pompe en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, lui-même ancien élève accompagné de plusieurs membres du gouvernement, tous diplômés de l'institution. Une cérémonie placée sous le signe de l'excellence. Le site de l'ex-Sodepra dans la sous-préfecture de Badika abrite désormais un projet industriel de production et de transformation des vivriers. Le lancement officiel des travaux de ce projet a été fait vendredi dernier par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Le vice-président du Ghana et candidat du parti au pouvoir à la présidence, Mahamudu Bawumia, a reconnu ce dimanche 8 décembre sa défaite face à l'ancien président John Dramani Mahama lors des élections présidentielles et législatives organisées la veille. Les difficultés économiques du Ghana ont dominé les élections. Félix Houphouët-Boigny, le bâtisseur, s'en est allé le 7 décembre 1993. Un fruit de sa haute vision pour la Côte d'Ivoire, c'est l'École nationale supérieure des travaux publics. Logé au sein de l'INP-HB de Yamoussoukro, l'UNSTP est un établissement prestigieux de hauts cadres de ce pays et des ingénieurs de renom en sont issus. Parmi eux, le Premier ministre Robert Mambé-Begré, qui, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, ont assisté hier à Yamoussoukro à un double anniversaire, celui du décès du père fondateur, le père fondateur, et plus tard celui des 60 ans d'existence de l'UNSTP. Un reportage de Jean-Louis Gbangbo et Ulrich Adongon. 1905-2024, s'il vivait encore, le président Félix Houphouët-Boigny aurait eu 119 ans cette année. Mais le sort nous l'a arraché il y a déjà 31 ans, un 7 décembre. Et hier, samedi, à l'occasion de la commémoration de cet anniversaire de décès, nos reporters William Kakou et Corona Soro de RTI Boaké ont tendu le micro aux populations de cette ville de l'intérieur du pays. Les habitants de la capitale de Boaké parlent avec émotion de l'homme d'État providentiel qu'était Félix Houphouët-Boigny. Symbole de dévouement à la paix, Félix Houphouët-Boigny demeure une figure intemporelle de l'histoire ivoirienne. À travers son leadership éclairé et sa vision d'unité nationale, celui que les Ivoiriens appelaient affectueusement Nana Boigny, ou apôtre de la paix, a posé les bases d'un pays prospère et stable. Vraiment, c'était un père qui aimait sa population. On était tranquille, tout était à nos faveurs. Donc vraiment, c'est cette peine-là. Quand ça arrive le 7 décembre, on se rappelle de ça. Mon souvenir, le président Félix Houphouët-Boigny a lutté beaucoup pour la paix pour ce pays et surtout pour le monde entier. Pour les plus âgés, son époque reste un souvenir vivant du développement. Quant aux jeunes générations, bien qu'elle n'ait pas connu Félix Houphouët-Boigny, découvre avec admiration les réalisations du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, transmises par les écrits de leurs aînés. C'était intéressant, il s'occupait beaucoup de nous, les élèves d'abord au lycée, que j'ai bien connu, le lycée scientifique. Il y avait l'NSTP, il y avait l'INSED. C'était des moments intéressants quand nous partions voir nos aînés, où on avait l'eau glacée dans l'établissement, les robinets, on aimait bien ça. En tout cas, c'est un grand manque pour toute la nation ivoirienne. Et actuellement, nous le regrettons. De la première fois aujourd'hui, pour moi, après quelques moments difficiles qu'on a traversés, actuellement, pour moi, tout se passe bien. 31 ans après sa disparition, Félix Houphouët-Boigny demeure une figure de consensus, un repère pour tous les Ivoiriens. Au-delà des monuments et des routes, son véritable héritage réside dans une leçon impérissable. La paix, la solidarité et le partage, fondements sur lesquels toute nation peut bâtir sa grandeur. Les archives, mémoire des peuples, source de savoir et outils de bonne gouvernance. 1914-2024, les archives de Côte d'Ivoire ont aujourd'hui 110 ans d'existence. Un anniversaire fêté à l'occasion de la Semaine internationale des archives
2024, célébrée en Côte d'Ivoire le 5 décembre dernier à l'hôtel du district d'Abidjan. Les archives ont une importance capitale. Elles témoignent de la vie et des gestes quotidiens de personnes et d'organisations et permettent ainsi d'éclairer les événements du passé. Ce dimanche, nous avons décidé d'en savoir un peu plus sur les archives. Qu'est-ce que c'est exactement? Quel est leur avenir dans ce monde de plus en plus digitalisé? Le directeur des Archives nationales, conservateur en chef des archives, a accepté de venir répondre à nos questions. Dans le magazine de ce dimanche, nous recevrons donc M. Elvis Kokou. Bonjour, Monsieur le directeur. Bonjour, M. Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci à vous de nous recevoir. 110 ans, c'est beaucoup. Oui, 110 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Dans la vie d'une institution, un peu moins. Un peu moins. On en parlera très largement pendant un quart d'heure tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, Monsieur le directeur. À Badika, dans le département de Niakara, un projet voit le jour. Vous allez le voir en image, un projet agro-industriel de production et de transformation des vivriers. Le projet a été lancé cette semaine par le ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Une opportunité pour les jeunes et les femmes de la région qui pourront avoir des activités génératrices de revenus. Charles Tatou de RTI Boaké nous en parlera dans les détails dans nos prochains journaux. Zéro accident de la circulation dans ce mois de décembre impliquant Mbaka dans le district autonome d'Abidjan. Voilà le pari que veut réussir le ministère des Transports pour des fêtes de fin d'année heureuses. L'Office de sécurité routière sensibilise, l'OSER rencontre les propriétaires de minicars et leurs conducteurs, les exhortant à davantage de prudence et au respect du code de la route. Une campagne qui se tient à l'occasion de la 23e semaine de la sécurité routière. Léon Brokwame. Décembre, mois de mobilité humaine en raison des fêtes de fin d'année, aussi réputé mois des accidents de la route selon le ministère des Transports, en campagne pour zéro accident, impliquant les minicars communément appelés Gbaka et l'adhésion des propriétaires de ces véhicules de transport en commun est sans embâche. Pendant cette fête d'année, ne pas boire l'alcool au volant, ne pas fumer au volant, ne pas prendre les substances dangereuses pour conduire. Ce tandem propriétaire de Gbaka osèrent pour zéro accident de minicar ce mois de décembre suite à la présentation par l'Office de sécurité routière des ambitions du ministère des Transports. Préserver davantage de vies humaines tout en assurant la longévité des Gbaka, moyens de transport en commun les plus sollicités et les plus impliqués dans les accidents. Pour ce qui concerne la ville d'Abidjan, sur l'ensemble des accidents qui se sont produits en 2023, ils y sont impliqués à près de 18%. 574 accidents corporels, c'est-à-dire qui ont fait au moins une victime. C'est déjà énorme. Mais quand vous le prenez dans le fond, c'est leur mauvais comportement en tant que conducteur qui amène ces accidents qu'ils auraient pu éviter. Zéro accident de Gbaka ce mois de décembre, une campagne dans le prolongement de la 23e semaine de la sécurité routière pour des fêtes de fin d'année heureuses lancées à l'ouverture du siège de l'association des propriétaires de Gbaka du district autonome d'Abidjan. La 24e Assemblée générale de l'ACAM, l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, a eu lieu à Abidjan. En marge de la réunion, une délégation de l'association était vendredi dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Une visite qui avait pour objet de partager les bonnes pratiques de la NPSP en matière d'achat, de stockage et d'approvisionnement des médicaments avec les autres pays. Le compte-rendu de Khalil Diomandé. Les directeurs généraux, membres de l'ACAM, l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, en immersion à la NPSP, la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. La délégation hôte s'imprègne de la politique d'achat, de stockage et d'approvisionnement mise en place par cette structure pour assurer la qualité et la disponibilité en temps réel des médicaments sur l'ensemble du territoire national. La NPSP mise sur la digitalisation et la déconcentration. Donc nous avons aujourd'hui déployé plus de 8 dépôts tous les coins de la Côte d'Ivoire et ces dépôts permettent d'avoir
Le médicament en permanence dans une zone donnée et de être livré tous les jours. La vision que nous avons est de rendre performantes les activités de la centrale d'achat. Pour cela, il était important de fluidifier l'ensemble de nos opérations à travers la mise en place d'une digitalisation des opérations pour que le médicament qui rentre en Côte d'Ivoire, mais dans les 48 heures, soit disponible dans les régions les plus reculées. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction les avancées significatives de la nouvelle PSP. Ça nous a beaucoup plu et nous pensons qu'aujourd'hui, la nouvelle PSP peut servir de modèle pour notre association, mais aussi pour notre centre de formation et d'expertise des centrales d'approvisionnement médicaments de la chaîne d'approvisionnement basée à Ouagadougou. La NPSP dispose aujourd'hui d'un espace de stockage de plus de 35 000 palettes et approvisionne plus de 700 établissements sanitaires en médicaments de tout genre. Cette visite des directeurs généraux des centrales d'achat est en marge de la 24e Assemblée générale de l'ACAM. Et du côté de Divo, le ministère de la Santé et ses partenaires technologiques viennent d'organiser un atelier d'information et de formation à l'intention des médecins, des infirmiers et des sages-femmes. Une séance de renforcement de capacité pour les préparer au déploiement de la télémédecine. Les précisions de Godefroy Okambawa. Au total, 10 établissements sanitaires de premier contact à Divo et Boundiali sont concernés par l'installation de la télémédecine, dont 5 dans le département de Divo. L'hôpital de référence, le centre hospitalier régional, sera également doté d'un dispositif de consultation pour être en relation avec les 5 centres concernés par le projet. Si nous mettons dans le cas de l'infirmier, il voit le patient et à un moment donné, il a besoin d'informations complémentaires pour pouvoir établir un diagnostic parce que ce qu'il voit, il ne reconnaît pas. S'il se retrouve dans une de ces situations, la télémédecine lui permet d'utiliser son terminal. Il envoie les informations du patient à son superviseur qui est le médecin généraliste. Le médecin généraliste regarde, il dit bon, ok, j'ai vu les informations que tu m'as envoyées, mais il faut prendre une photo et puis tu m'envoies avec le dossier du patient. Quand le médecin voit la tâche, il dit ok, ça c'est telle lésion. Donc il faut lui prescrire ça, un corticoïde, une pommade, etc., etc. La mise en œuvre du projet exige des prérequis, notamment un réseau électrique ou une source d'énergie fiable et une bonne connexion Internet. La mallette est composée de différents appareils de médecine connectables, dont une caméra, un glucomètre pour le test de diabète, un thermomètre, un moniteur de signes vitaux et un échographe portable. On a aussi en fait l'élément majeur qui est un ECG. 12 dérivations qui va permettre de faire des ECG pour les transmettre directement à un cardiologue. Un stéthoscope, mais la différence c'est que ce stéthoscope, s'il est numérique, il permet en fait au médecin distant d'écouter les bruits du cœur, comme s'il était présent auprès du malade. Et on a un dispositif qui va faire de l'analyse urinaire sur 10 paramètres en fait, d'analyse au niveau des urines. La télémédecine se définit comme la pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication par l'entremise d'un ou plusieurs professionnels de santé pour donner des soins préventifs ou curatifs aux patients. La direction de la médecine hospitalière de proximité est chargée de sa généralisation. Unissons-nous tous contre les violences à l'égard des femmes et des filles. C'est une exhortation et c'est le thème des 16 jours d'activisme célébrés à Nyoronigué, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à l'initiative du gouvernement et du HCR avec l'appui de ses partenaires. Depuis Nyoronigué, la correspondance de Siekwasi. Sur le site des demandeurs d'asile de Nyoronigué, dialogue communautaire, distribution de kits numériques et activités socioculturelles. Une série d'activités pour barrer la route au VBG. Tous unis contre les violences à l'égard des femmes et des filles en Côte d'Ivoire est le thème central de cette journée. Depuis que le site est ouvert, il y a plus d'années, on n'a pas encore enregistré les violences faites aux femmes. Mais comme la répétition est pédagogique, alors on veut sensibiliser, on veut informer nos populations, aussi bien celles qui habitent sur le site, comme celles des communautés hautes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de violence faite aux femmes et aux filles sur ce site-là. Une autre articulation majeure, le sport, facteur de cohésion sociale. Ces activités du Haut Commissariat des réfugiés, HCR,
rentre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les VBG. En Côte d'Ivoire, elles démarrent chaque année le 25 novembre et prennent fin le 10 décembre. Le reportage de Siekwasi, commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Dans la région du Cavali, dans l'ouest montagneux, un conseil consultatif régional des femmes et des filles vient d'être installé par les bons soins du conseil régional. Grâce au conseil consultatif, donc les femmes et les jeunes filles de la région pourront s'impliquer profondément dans la gouvernance locale. On en sait plus avec Siaka Kone. Le Conseil consultatif régional des femmes et des filles du Cavali vient d'être installé. C'est une initiative du Conseil régional qui vise à promouvoir les droits des femmes et des filles, puis veiller à l'application des engagements nationaux au niveau local. Nous mettons en place le Conseil consultatif régional des femmes qui va avoir la responsabilité de coordonner la mise en œuvre de ce plan d'action triennale là pour le renforcement des capacités des femmes, l'autonomisation des femmes, leur alphabétisation et l'offre de services d'information et de services de santé de la reproduction. Pour Anne Désirée Ouloto, cette structure se veut une école de transformation pour toutes ces femmes. La femme, ici dans le Cavali demain, peut être celle qui sera la promotrice du café, du cacao, la promotrice du manioc, de tout type de vivrier. Il y a tellement de choses à faire pour la femme que je suis convaincu que vous pouvez être cette force de proposition qui va booster l'avenir de la femme dans notre région. Je voudrais donc vous encourager. Vous rentrerez chez vous. Je vais vous exhorter à repartir avec la bonne nouvelle, à sensibiliser vos soeurs pour dire que désormais les femmes du Cavali, nous sommes des femmes 5 étoiles, tout doit changer. Constitué d'un bureau de 30 membres, ce conseil consultatif sera accompagné d'un comité d'orientation composé de différents ministères techniques. Il entend relever des défis tels que la lutte pour la paix, le changement climatique et la valorisation des ressources agricoles dans le Cavali. Pour rappel, le conseil régional du Cavali a offert la somme de 3 millions de francs CFA pour le fonctionnement du conseil consultatif régional des femmes et des filles de cette région. Et ces femmes du Cavali et toutes les autres de tout le Grand Ouest qui sont installées dans la région des Grands Ponts participent pleinement au développement économique de cette terre qui les accueille, cette terre où elles ont pu mettre en œuvre des activités génératrices de revenus. Carmel Dia nous amène à Jacquesville. La culture du Grand Ouest présentée sous toutes ses formes et couleurs par les femmes originaires de cette localité. Nous sommes dans la région des Grands Ponts et cette cérémonie témoigne de leur intégration parfaite sur leur terre d'accueil. Mais elles veulent aller plus loin dans leurs ménages respectifs. Faut-il laisser l'homme de la maison, c'est-à-dire nos époux, se battre seuls? Nous croyons que non. Ainsi, avons-nous décidé de jouer notre rôle dans la gestion économique et sociale en réunissant nos efforts. Un état d'esprit auquel adhère le parrain de la cérémonie. L'autonomie de la femme, c'est sortir la femme de la précarité. Elle a l'argent. Et pour avoir l'argent, elle fait une activité économique ou commerciale. C'est une activité économique, c'est qu'elle a eu un financement pour se réaliser. Même quand elle a eu le financement, elle a rencontré le financement et puis elle finance d'autres sœurs, plein d'avance. Et puis un matin, elle prend le pouvoir économique. Et je vous souhaite de prendre le pouvoir économique dans les Grands Ponts. Amen. Joignant l'acte à la parole, Digré Abi Yvon met à la disposition de ses filleuls un fonds pour la création d'activités génératrices de revenus. Il les a par ailleurs invitées à être des ambassadrices de la paix dans la région des Grands Ponts. Le 1er novembre est la journée africaine de la jeunesse, une journée réservée chaque année à la reconnaissance des jeunes en tant qu'agents clés du changement social et de la croissance économique. La journée a été célébrée à Abidjan par le G54, l'association des jeunesses des 54 pays d'Afrique. Les panels ont porté sur l'intégration africaine qui est un levier de développement durable et inclusif. Julien Gogo, Alexis Ouedraogo. Pour la célébration de la journée de la jeunesse africaine à Abidjan, les jeunes s'interrogent sur leurs responsabilités face à l'avenir du continent.
Que la journée africaine de la jeunesse a été instituée depuis 2006, aider les jeunes vraiment à être des jeunes responsables qui vont prendre leur bâton de pèlerin pour aider vraiment nos différentes institutions pour que cette question d'Afrique des peuples soit une réalité les prochaines années à venir. Les valeurs d'excellence et de mérite doivent être celles-là même qui sont portées par nos jeunes afin de pouvoir changer les paradigmes. D'un point de vue politique, nous avons besoin de jeunes qui soient critiques, pas des personnes qui se constituent un bétail électoral, mais des personnes qui décident de participer de manière souveraine aux prises de décision. Pour leur représentante, la jeune fille africaine doit prendre une part active à cette initiative, des mots soutenus par le président de l'événement. Mon message pour les jeunes, en particulier les jeunes filles, serait qu'elles osent. On a aussi notre place dans la société, on a aussi les mêmes capacités que les hommes. On ne doit pas se limiter à ce qui nous paraît être le plus cohérent pour nous. Participer également au développement de l'Afrique. Cette journée de réflexion sur la jeunesse africaine est une belle opportunité pour dire infiniment merci à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour ses efforts au niveau de l'Union africaine en vue de favoriser l'intégration des pays de notre sous-région, mais de l'Afrique en entier, aux jeunes ce soir, pour leur dire que l'intégration sous-régionale est une opportunité. Elle est une opportunité pour notre jeunesse, pour la jeunesse ivoirienne, mais également pour la jeunesse africaine. L'organisation des associations de jeunesse des 54 pays d'Afrique bénéficie du soutien institutionnel de la Côte d'Ivoire. On ouvre à présent la page religion de ce 13h. Première étape, l'église méthodiste Temple Israël de Trècheville qui a procédé cette semaine à la célébration de la moisson, un moment de partage et de consécration. Éric Goré, reportage. Les fidèles chrétiens de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire travaillent à renforcer leurs liens avec l'Éternel en cette célébration de la moisson. Un moment de partage et de louange et surtout de fidélité à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Le thème de cette fête de moisson, donné et il vous sera donné, tiré de l'évangile selon Jean chapitre 6 verset 38, nous donne de voir que nous donnons et puis quelqu'un d'autre nous donne en retour. Parce que il vous sera donné, il là, on ne sait pas qui c'est. Mais le il là cache une puissance au-dessus de nous qui nous voit agir et qui nous récompense d'une autre manière. C'est le temple Israël dans la commune de Trècheville qui est à l'honneur pour cette fête de moisson. Cet événement spirituel a pour parrain Victor Akessé, consul de la Côte d'Ivoire au Niger. Nous sommes venus manifester notre reconnaissance à Dieu qui nous donne tout, qui nous donne la vie, qui nous donne la joie, la paix et qui donne la paix à ce pays. Et c'est ce que nous souhaitons, que ce pays soit en paix toujours pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que l'œuvre de Dieu avance et que nous soyons heureux dans le pays que Dieu a bien voulu nous donner. Une occasion pour les prédicateurs d'inviter le peuple de Dieu à se comporter chaque jour selon les prescriptions des Saintes Écritures. La moisson de souvenirs et de la multiplication a été une occasion pour ces fidèles chrétiens de donner sans compter pour l'œuvre de Dieu. Qui est pasteur en Côte d'Ivoire? Qui peut l'être? Selon quels critères? Combien sont-ils? Et voilà des questions qui motivent cette action du Conseil national supérieur des pasteurs de Côte d'Ivoire. L'instance qui veut redorer son image vient de lancer l'opération d'identification des pasteurs. Brouillapo, Jean-Marc Djadji, Alassane Samassi. Le processus d'identification des pasteurs est lancé par le Conseil national supérieur des pasteurs de Côte d'Ivoire, CNS-PCI. On doit avoir une base de données des pasteurs en Côte d'Ivoire pour soigner notre image. L'appel que nous lançons demandant à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire de faire cette mise ensemble. Ce n'est pas une affaire de doctrine, ce n'est pas une affaire de dénomination, mais c'est une affaire de mise ensemble. Le Conseil aspire à travers cette initiative à faciliter la prise en charge sociale des pasteurs de Côte d'Ivoire. Pour qu'une église ait un récépissé, c'est tout un tas de problèmes. Appartenir au CNSPC nous permettra non seulement d'avoir le récépissé, mais aussi même d'avoir le décret concernant les documents de l'Église. C'est très important. Le Conseil national supérieur des pasteurs de Côte d'Ivoire existe depuis 2010 et enregistre à ce jour près de 3000 membres. L'opération d'identification des pasteurs, qui débute en cette fin d'année 2024, couvrira toute la Côte d'Ivoire et sa diaspora.
Et dans le même temps, l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire célébrait une messe de rentrée pastorale couplée d'envoi en mission. C'était à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à Cocody-Riviera. L'initiative vise à encourager les fidèles catholiques, les cadres catholiques à renforcer leur foi, à incarner aussi les valeurs chrétiennes dans leurs responsabilités au quotidien. Contexte marqué par les défis de la paix et de la cohésion sociale, la paroisse Notre-Dame de la Tendresse célèbre une messe pour renforcer la foi des cadres catholiques de Côte d'Ivoire. Cette messe initiée par l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire à l'occasion de sa rentrée pastorale vise également à témoigner son attachement aux valeurs chrétiennes. En tant que cadres, nous sommes celles et lumières dans nos différents lieux de vie et d'activité. Nous devons donc porter la bonne nouvelle selon la vérité, la justice et avec amour, pour ainsi transformer notre société à l'image de l'évangile du Christ. C'est vrai, les archevêques, les cardinaux ont fait leur part, les évêques ont fait leur part, les prêtres ont fait leur part, mais nous, laïcs, devons également jouer notre rôle dans la société. Jouer notre rôle et conformer nos actes à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le père aumônier diocésain d'Abidjan invite à son tour les fidèles chrétiens à se mettre au service du Christ. Il s'agit pour nous maintenant d'entrer et de faire entrer dans l'espérance, de sorte que justement cette Côte d'Ivoire à laquelle tous nous aspirons, cette Côte d'Ivoire-là se concrétise et ce ne sera pas sans le leadership des chrétiens, chrétiennes, professionnels, cadres catholiques de Côte d'Ivoire. Restez vigilants et ne vous laissez pas berner, telle est l'invitation que le cardinal Jean-Pierre Coutois adresse aux cadres catholiques. L'Association des cadres catholiques du Côte d'Ivoire existe depuis 1983. Un reportage signé Yves Niazalé, Davis Oyo et Zakaria Traoré. On parle culture dans ce journal. C'est à Thiébissou que je vous emmène. Thiébissou, au centre de la Côte d'Ivoire, où vient de se tenir la 3e édition du Tchewi Festival, une activité culturelle et sportive qui a connu une adhésion totale des populations de la région. Souleymane Donisongou reviendra sur cet élément dans les grands détails ce soir, peut-être dans nos prochains journaux. On part à présent à Boisflé. Boisflé, où se tient depuis quelques jours le Festival international du Zaouli. C'est le FEISA 2024. L'initiative du Conseil régional vise à pérenniser le Zaouli. Le Zaouli, vous le savez, cette danse-là qui est inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est donc l'occasion d'en faire une large promotion. On voit cela avec Diarasouba Ami et Fernand Kona. Le Zaouli, tout un univers culturel, allant du max à l'expression corporelle chez les gourous, peuple du centre du pays. Il est une fois de plus valorisé à travers le Festival international du Zaouli. En témoignent ses parades. Nous sommes à Boisflé, c'est l'ouverture officielle de la première édition du Festival du Zaouli. Nous avons un amour fou pour le Zaouli parce que nos aînés ont investi dans ça. Les populations sont exhortées à sortir massivement pour célébrer la culture. Ma joie est doublement grande en ce jour car l'histoire qui nous lie, l'histoire qui lie l'UNESCO au Zaouli est très riche. Nous avons travaillé sans relâche pour que ce patrimoine culturel d'une richesse exceptionnelle soit connu, reconnu et transmis afin que sa mémoire vive à travers les générations. Nous nous sommes retrouvés pour célébrer la culture, pour célébrer la diversité, pour célébrer l'amitié. Mot de remerciement à l'UNESCO qui nous aide à préserver ce que nous avons de plus précieux qui est notre identité. Dans ce monde globalisé, dans ce monde de l'Internet,
où les cultures, les idées voyagent à grande vitesse. Le Zaouli a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO le 6 décembre 2017. Il a vu le jour dans les années 1950 à Zarabi Zeifla, un village du département de Zounoula. Un reportage donc de Diarasouba Ami et Fernand Conan. On passe à la page internationale à présent. Je vous le disais au sommaire, le vice-président ghanéen Mahamadou Bawumia, candidat du NPP, nouveau parti patriotique au pouvoir, a déclaré ce dimanche 8 décembre qu'il reconnaissait sa défaite lors de l'élection présidentielle de la veille, précisant qu'il avait appelé son adversaire John Dramani Mahama pour le féliciter. Le Ghana est confronté à une inflation et un endettement élevé et a dû recourir à un prêt de 3 milliards de dollars du FMI, le Fonds monétaire international. C'est parti pour le magazine du dimanche. Notre invité nous en rejoint en plateau. C'est Elvis Kokou, le directeur des archives nationales. Monsieur le directeur, on va suivre ce reportage que nous propose Walter Amadou Ouattara. 1914-2024, Archives de Côte d'Ivoire, 110 ans d'existence, constitution d'une mémoire nationale, bilan et défis, c'est le thème central qui va captiver les attentions durant la Semaine internationale des archives. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité veut, à travers la direction des archives nationales, faire mieux connaître l'importance de ce service qui préserve la mémoire au plan administratif. Les archives sont une source fiable pour une gouvernance responsable et transparente. Et pour ce faire, les différentes administrations doivent pouvoir être outillées. Cette journée, dénommée Semaine internationale des archives, est en réalité un prétexte. Et le prétexte, c'était de retrouver la communauté archivistique et célébrer ensemble les 110 ans de cette institution. Le représentant du ministre Vagondo Diomandé insiste sur la nécessité de l'archivage électronique face aux enjeux actuels. Nous n'accordons pas toujours des égards qu'elles méritent aux archives. Et pourtant, quand notre mémoire humaine faillit, elles sont là pour nous guider et nous servir de repère. À côté du cadre institutionnel, un projet de construction d'un centre moderne d'archivage national comprenant un data center sur une superficie de 10 hectares à Yamoussoukro a été lancé cette année et est prévu s'achever dans 2 ans. Initialement célébrée le 9 juin, la Semaine des archives 2024 a été marquée par des communications et des hommages aux pionniers des archives en Côte d'Ivoire. L'événement s'est tenu à l'hôtel du district autonome d'Abidjan. Merci Ouattara, Walter Amadou. Monsieur le directeur, pourquoi les archives? Belle question. Les archives, d'abord, pour pérenniser les traces du fonctionnement d'une administration. Les archives sont le fruit du fonctionnement des institutions. Elles permettent donc de servir de preuve aux individus, aux administrations, aux États pour justifier de leurs droits, de leurs obligations, mais également de leurs prétentions diverses en tout domaine. Et vos missions, c'est donc collecter, classer, conserver. Oui, collecter, classer, conserver, mais également, sinon surtout, communiquer les archives aux citoyens. Communiquer les archives aux citoyens. Est-ce qu'ils ont l'accès aux archives, justement? Est-ce que c'est libre? Oui, le principe de gestion des archives, c'est la libre accessibilité. Et donc, nos archives sont librement ouvertes à tous les citoyens. Sauf que les archives sont logées au cœur de la primature de Côte d'Ivoire, cette institution qui, elle, n'est pas facile d'accès à tout le monde. On ne peut pas s'y rendre comme ça. Effectivement, et c'est un gros problème pour les archives. Et ça va notamment dans le cadre des défis que nous devons relever. Et c'est en cela que le projet de Yamoussoukro va venir faire cesser cette difficulté d'accès-là. Vous êtes formé à l'INSAC, hein, monsieur le directeur? Oui, nous sommes formés à l'INSAC comme dans diverses institutions privées de la place. D'accord. Et quel est le meilleur moyen de conserver les documents, en dépit de tous ces éléments-là qui peuvent détériorer les documents?
D'accord. La conservation des documents est un alliage, un attelage de plusieurs de conditions. D'abord, les conditions matérielles qu'il faut observer. Donc, le document, il doit d'abord être bien conditionné. Mais il y a également le local dans lequel il est conservé. Donc, le local doit être adapté. Et ensuite, il y a les conditions climatiques également qu'il faut observer et qui dépendent de chaque support. Voilà. Le papier se conserve à une certaine température. Les films en argentique ou sous tout support à certaines conditions. Et également pour d'autres supports qui ont chacune leur particularité en termes de conservation. Vous voyez, par exemple, si j'ai une carte, la meilleure façon, ce n'est pas de plier la carte, c'est de le mettre dans un tube où je peux la conserver plus facilement. D'accord. Je comprends. Et puis, il faut surveiller aussi leur environnement de stockage. Il faut tenir compte des températures, de l'humidité, la moisissure. Effectivement. Ouais. Donc, la surveillance quotidienne des conditions climatiques est essentielle pour la bonne conservation des documents. C'est cela. Du lundi 3 au dimanche 9 juin 2024, le monde a célébré la 6e semaine internationale des archives. Et depuis juin, donc, c'est aujourd'hui, 6 mois plus tard, que la Côte d'Ivoire célèbre l'événement. Pourquoi si tard? Oh, pas si tard. Nous avons choisi... 6 mois, c'est beaucoup. Oui. 6 mois, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais nous avons choisi de coupler l'événement cette année avec les 110 ans de l'institution. Voilà, c'est ce qui justifie que nous n'ayons pas fêté avec le monde. D'accord, mais pourquoi une seule journée, alors que c'est la semaine quand même, la semaine internationale? Le Conseil international a choisi une semaine, mais donne la latitude aux États de pouvoir fêter selon leur convenance. D'accord, voilà. Mais vous avez 110 ans quand même, raison de plus pour faire même plus qu'une semaine, non? Effectivement. Et nous avons choisi de célébrer sobrement cette année parce que nous sommes dans des locaux et nous sommes engagés dans un projet et qui va nous permettre à terme de recevoir le prochain événement chez nous. Et nous envisageons donc à cette date-là, pour les 115 ans, d'avoir un événement véritablement festif. D'accord, 110 ans, 115 ans festif. Pourquoi le centenaire, les 100 ans, ça n'a pas été célébré? J'ai aucune souvenance que ça a été célébré. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi tard? Mais je dirais pourquoi vaut mieux tard plutôt que jamais. Ça justifie que vous n'avez pas célébré les 100 ans? Je suis en fonction depuis l'année dernière. D'accord. Voilà. Mais vous y êtes depuis plusieurs années? Oui, depuis plusieurs années, c'est vrai. Mais je dis, quand vous fêtez un anniversaire pour un humain, généralement, c'est le temps parcouru que vous fêtez. Pour une institution, quand les perspectives se dégagent, qu'elles sont bonnes, on peut se réjouir. Voilà. Et nous estimons que les perspectives sont en train de se dégager et c'est maintenant que nous pouvons nous réjouir. D'accord. Comment vous avez fêté cette journée-là? On a vu l'élément de Ouattara à Walter, mais dites-nous, qu'est-ce qui était au menu? Qu'est-ce qui a meublé cette célébration? Trois temps ont marqué cette célébration. Il y a eu d'abord l'hommage aux pionniers, qui sont les anciens directeurs encore en vie. J'ai nommé M. Dominique Trifot, M. Baïgouro Védance et M. Doumbia Mori. Voilà. Et la deuxième... Les temps forts. Les temps forts, voilà. Oui. Le deuxième temps fort, ça a été les communications qui ont été présentées par le docteur Kone Tchegwe, chercheur à l'Institut national supérieur des arts et de la culture, INSAC, et Kone Adama, qui a présenté le rôle des archives dans l'enracinement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pour dire le rôle pluriel des archives. Justement, dites-nous, quel est ce rôle-là des archives dans la démocratie, dans la bonne gouvernance surtout? Donc je vais finir par le dernier temps qui est l'exposition. Voilà. Et après l'exposition, donc je reviens à votre question. L'exposition d'archives. L'exposition de photos et des documents d'archives. Bien sûr. Voilà. Allez-y, dites-nous. Allez-y. Pour l'expo? Oui. Voilà. Nous avons choisi, par exemple, dans l'expo, de mettre en valeur un texte qui est un arrangement entre la Grande-Bretagne et la France relativement à leur possession, voilà, aux limites de leur possession. Voilà. Donc, dans ce document, il est décrit avec force et détail les limites frontalières. Voilà. On vous dit, par exemple, que la frontière passe à 1000 miles du domicile d'un tel. Avec autant de précision. Autant de précision. Voilà. On avait également un document que nous présentions
qui était la lettre d'un soldat revenant de la Grande Guerre. Voilà. Un soldat ivoirien. Un soldat ivoirien qui revient de la Grande Guerre et qui constate que son épouse n'est plus là. Et il écrit à l'administration coloniale pour leur signaler la disparition de son épouse. Bon, qui lui répond un peu de façon sarcastique en lui disant qu'il n'était pas marié légalement. Mais c'était pour souligner ici l'un des problèmes également vécus par nos ancêtres qui ont participé à la Grande Guerre, c'était la déstructuration des ménages. Voilà. D'accord. Donc c'est autant d'informations qui concernent tant des sujets que je qualifierais de sérieux et d'autres qui ont trait à la vie quotidienne qu'on retrouve dans les archives. Et je vous demandais le rôle des archives justement dans la démocratie, dans la bonne gouvernance. Voilà. Je vais passer pas à pas en ce qui concerne la démocratie. Et vous voyez que les lois, on nous les donne dans le journal officiel sans les discussions. Voilà. Mais pour éclairer le commun des mortels, les archives de l'Assemblée permettent d'avoir les discussions, c'est-à-dire l'esprit de la loi. Voilà. Et dans le cadre de la démocratie également, les archives préviennent les violations des droits de l'homme. Les archives préviennent les violations des droits de l'homme. Et comment? Vous voyez, quand les archives, nous ne faisons pas de tri, ni de coloration politique, ni de choses, mais nous conservons les faits. Voilà. Sinon, pas les faits, mais les documents qui relatent les faits. Bien sûr. Voilà. Et donc, la possibilité pour la justice de pouvoir recourir à ces documents-là à travers le temps, donc, permet à ceux qui exercent le pouvoir de faire attention. Voilà. En ce qui concerne la bonne gouvernance, les archives sont aujourd'hui un outil de bonne gouvernance parce que les différents contrôles administratifs ou les audits se font sur la base de documents. Et ces documents-là, ce sont les archives. Alors qu'on a des directeurs généraux, des ministres frustrés après peut-être leur limogeage, qui partent, qui vident le bureau carrément. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas-là? Voilà. Et dans ce cas-là, nous avons travaillé sur un avant-projet de loi, et dont le directeur du cabinet a dit qu'il a été transmis à l'inspection générale, au secrétaire général du gouvernement. D'accord. Voilà. Et dans lequel nous avons prévu des dispositions, espérons que les législateurs vont nous accompagner là-dessus. Des sanctions. Des sanctions. Nous avons prévu, par exemple, la perte de droits civils pour tous ceux qui partent avec les documents. Qui détruisent les... il y en a même qui détruisent. Oui. Il y a des incendies qui sont déclarés, malheureusement. On nous a même évoqué des situations où des hauts cadres de suivi ont écrasé les disques durs de leurs ordinateurs en partant. Tout ça pour dissimuler quelques preuves qui pourraient... Voilà. D'accord. Le bilan, 110 ans, vous diriez quoi en 2-3 mots? Bilan et défis, quels sont vos défis? Bilan, préservation du patrimoine documentaire national. Et c'est ce patrimoine-là qui est aujourd'hui utilisé par la Commission nationale des frontières en tant que source d'information dans le cadre de la délimitation des frontières entre la Côte d'Ivoire et ses différents voisins. Bilan, contribution à la recherche scientifique, parce que de nombreuses thèses et mémoires ont été écrites à partir de nos sources détenues aux archives nationales. Les défis, c'est aujourd'hui le numérique. Voilà, c'est le numérique. La vision de l'État, c'est le papier zéro. Justement, le monde évolue. Est-ce que les archives, est-ce que vous, votre secteur, vous évoluez avec? Oui, nous accompagnons l'évolution de l'administration, l'évolution des pratiques bureautiques. Voilà. C'est dire que si moi, je suis responsable d'une entreprise, est-ce que je fais parvenir des documents en fichier numérique, alors vous les traitez comme ça. Oui. Si je vous envoie des fichiers physiques, vous les traitez comme ça. Voilà. Vous avez tout de disponible. Voilà. C'est-à-dire, quand nous recevons des documents physiques, nous faisons le traitement qui va physiquement et après, nous passons à la phase numérique. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut chez vous pour le numérique. Voilà. Nous avons les compétences, le matériel sera disponible dans le cadre du projet et nous espérons, d'ici 2 ans, être à même de relever le défi de la conservation numérique en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce que le système d'archivage numérique électronique, aujourd'hui on parle même des e-archivistes, oui. Ça existe? Oui, dans la formation ça existe. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, hein. Et les avantages du numérique pour la communication et la valorisation des archives, qu'est-ce que ça peut être? Quand un document existe en version physique uniquement, et lorsqu'il est consulté par un individu, il est indisponible pour le reste des requérants, sinon pour le reste des utilisateurs. Par contre, quand on l'a en version numérique, on peut le diffuser à la fois à
que nombreux utilisateurs. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est un atout sur lequel on veut pouvoir capitaliser pour apporter l'information à tous les Ivoiriens. C'est ça. Est-ce que vous avez vocation, vous, les archives de Côte d'Ivoire, à aller chercher des documents plutôt que de les attendre depuis chez vous? Oui, nous avons le contrôle des activités d'archivage dans des ministères et des administrations publiques. Voilà. Et les outils que nous mettons en place avec eux, c'est-à-dire le calendrier de conservation ou encore appelé référentiel de gestion, obligent les administrations à faire des versements réguliers. Voilà. J'avoue que la chaîne est un peu grippée actuellement et c'est le sens des défis que nous avons avec le centre de Yamoussoukro. La chaîne est grippée en ce sens que nous sommes saturés et ça crée un petit des problèmes aux administrations. D'accord. Il faut dire que les archives, c'est l'ensemble des documents qui sont conservés, mais par métonymie, c'est aussi le lieu où ces documents-là sont conservés. Effectivement. C'est également le service qui est en charge de la gestion de ces documents-là. Ça fait beaucoup pour le seul mot archive. Merci, Monsieur Kokou. Dabla Elvis Kokou, conservateur en chef des archives, directeur des archives nationales. Merci encore d'être venu répondre à nos questions. Merci, M. Diaby. Merci beaucoup et puis bon retour chez vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci surtout de votre grande confiance.